Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Fabrice Boudinet, je suis responsable du pôle accueil famille de l'AFM Téléthon. Et l'AFM Téléthon participe à deux collectifs, le collectif Chose, qui est centré sur les questions de sexualité, et le comité parentalité et handicap, qui est, comme son nom l'indique, centré sur les questions liées à la parentalité. Bonjour, moi je suis Marcellus. Ça fait 20 ans que je milite pour que l'accompagnement sexuel existe en France. Et ça fait 6 ans que j'ai créé la place, association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, qui est la première et la seule à former et mettre en relation. Voilà. Donc, moi je me bats pour la liberté individuelle, pour la reconnaissance et le respect des libertés, quelles qu'elles soient. Bonjour, je suis Gilles Prévonus, je suis l'épouse de Marcel et la cofondatrice de l'APAS, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, que nous avons donc fondée en 2013, et je suis à ses côtés en tant que secrétaire de l'association. J'ai été également plusieurs années accompagnante sexuelle et escorte, et j'ai fait durant plusieurs années les mises en relation aussi au sein de l'association, entre personnes formées et personnes en demande. Et actuellement, je suis l'une des formatrices dans la formation des accompagnants sexuels de l'association. Donc moi, je suis Lenny Marquez, membre du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Et je suis mandaté du coup par mon organisation pour parler un petit peu des sujets autour de la sexualité, l'intimité, etc. C'est un peu mon sujet de prédilection, mais on ne parle pas que de ça. Donc on a un petit collectif assez récent qui milite du coup pour les droits des personnes handicapées et une lutte contre le validisme et le système de discrimination dans lequel on vit. Voilà. Si je peux résumer en gros le but de notre organisation. Et puisque c'est vrai que c'est une question qu'on voulait poser, là, puisque sexualité et handicap, on met des situations qui sont extrêmement différentes. Handicap, c'est jamais qu'un label administratif. C'est ça. Donc par exemple, à la PAS, est-ce que vous avez des personnes qui ont des handicaps différents ou, question un peu différente, est-ce que vous voyez des grandes différences dans la manière d'aborder le problème? On accompagne toutes les personnes qui ont tout type de handicap, entre 18 et 97 ans. Voilà. Est-ce que le problème se pose de la même manière pour vous, la déficience intellectuelle, handicap moteur? Non, l'accompagnement d'une personne en situation de handicap mental ou psychique, ça va être tout un travail en amont très différent. Déjà pour décrypter la demande de la personne. La plupart des demandes qui nous proviennent sont de la part de personnes qui ont un handicap moteur et qui formulent leurs demandes vraiment de façon très explicite. Voilà. Mais quand c'est pour une personne qui a un handicap mental, ça vient de la part des proches ou des professionnels qui accompagnent cette personne. Et là, on va travailler, communiquer beaucoup avec les personnes qui accompagnent cette personne. À l'AFM, vous avez la même position? Alors, nous, on est centré au niveau de l'AFM sur ce qui est lié aux maladies neuromusculaires, avec y compris les troubles cognitifs, oui. Mais sur Chose, c'est une approche globale, et sur le comité parentalité aussi. Après, je pense que pour qu'on puisse aussi savoir de quoi on parle, je pense que sur les discussions qui vont nous occuper aujourd'hui, je pense qu'il est peut-être préférable de partir au moins sur le gros du propos sur la question des déficiences motrices, puisque
qu'une partie de l'enquête qui nous a amené à nous réunir et à vous réunir aujourd'hui, c'est une enquête qui interroge ces questions-là, les problématiques, comme tu viens de le dire, aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes et les types de réponses non plus. Donc je pense que, quand même, ça ne doit pas s'interdire d'évoquer d'autres types de sexualité et de handicap avec tous les S. Je pense néanmoins que pour que l'échange puisse être constructif et profitable dans le peu de temps imparti dont nous disposons, essayer au moins sur le principe de se centrer un peu sur les questions de déficience et d'incapacité motrice. Mais même dans ce cas-là, il faut avoir la notion que pour beaucoup de personnes qui ont des difficultés motrices, il y a des difficultés cognitives qui sont associées sur beaucoup de situations, enfin, qui sont loin d'être minoritaires. Oui, tout à fait. Où ça pose aussi d'autres questions autour de la protection de personnes adultes ou de choses comme ça qui peuvent aussi être un frein. Moi, je rebondis volontiers sur les enjeux et le travail de mobilisation. Peut-être la première chose que je dois dire, c'est à quel titre je parle. Parce que voilà, moi, je ne suis pas une personne concernée, donc on est toujours sur un fil éthique quand on prend la parole pour d'autres. Là, je m'autorise à prendre la parole parce que j'ai rencontré des personnes qui ont des déficiences motrices sévères, qui sont très très dépendantes pour les gestes de la vie quotidienne, dans le cadre de groupes d'expression. Donc c'est plus d'une quarantaine de groupes d'expression. Avec leur accord, je rends compte de ce qu'elles ont dit et de leur point de vue. Et par rapport aux enjeux que j'ai repérés dans mon travail de thèse, deux qui me semblent importants ici. Un qui est de dire les souhaits et les désirs des personnes qui s'énoncent en tout cas dans ces groupes-là, des femmes et des hommes, c'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un, vivre une grande histoire d'amour, éventuellement se marier, avoir des enfants, enfin voilà, quelque chose qui est vraiment dans un schéma très classique. Donc ça c'est vraiment la première chose importante, et le souhait d'investir la question de la conjugalité, de la vie amoureuse et de la sexualité de façon positive, comme une dimension positive de la vie. Voilà. Et puis la deuxième chose quand même qui apparaît de façon massive dans ce que les personnes racontent, c'est toutes les entraves. Et les entraves, elles se situent à plein de niveaux. Elles se situent dans les environnements matériel, c'est-à-dire la vie en institution, la vie en établissement, où on ne peut pas gérer les horaires de lever, de coucher, les soins, où les personnes regrettent le fait qu'il n'y a pas de confidentialité, que tout le monde sait tout, où c'est difficile de choisir ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire, etc. Où les personnes expliquent aussi quand même que ça s'organise autour du travail des professionnels plus qu'autour de leur vie à elles. Voilà, donc ça c'est un premier niveau. Il y a un second niveau de difficulté qui est lié, peut-être là je ne l'aborderai pas, mais aux familles. C'est-à-dire quand on est très dépendant, c'est très difficile de faire sans sa famille, même quand on est en institution. Et elle raconte beaucoup ça. Et puis le troisième niveau, en tout cas que elle raconte, c'est celui lié à la déficience motrice. C'est-à-dire quand on vit dans un milieu spécialisé et que potentiellement les partenaires qu'on va rencontrer ont aussi une déficience motrice, la rencontre des corps est rendue difficile en réalité. On ne peut pas séparer les conditions physiques de la condition psychologique. Si on n'a pas confiance en soi, si on se dévalorise, il est difficile de rencontrer un partenaire. Il se passe quand même entre deux personnes un jeu de séduction et qui repose sur le charisme. Si j'ai pas confiance en moi, je ne peux pas séduire. Et ça, c'est un élément qu'on oublie ou qu'on exige.
plein de gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Je sais pas ce qu'on me trouve. Mais on me trouve puisqu'on aime. Voilà. Donc, tout le problème, et ça c'est fréquent dans le milieu du handicap, pour moi, l'assistanat, mais c'est une plaie. C'est une plaie qui empêche l'autre d'exister sous prétexte de le surprotéger. L'infantilisation, c'est la pire des crétinisations. Comment voulez-vous être en société à l'aise alors que vous êtes constamment un maternage? Il faut pour que cette relation puisse se faire avec un ou une partenaire, il faut que la personne se sente désirable premièrement, et il faut que les autres puissent venir vers elle pour la trouver désirable. Mais la question de la désirabilité, c'est pas seulement la désirabilité du corps, bon ça on peut avoir un corps, mais il y a la désirabilité qui est liée aussi à tout ce qui est intellectuel, à tout ce qui va permettre de fasciner l'autre, d'attirer l'attention de l'autre, pour créer un lien entre les deux. Donc, pour moi, l'idée de la désirabilité est importante pour créer l'autonomie, justement, pour avoir une vie sexuelle épanouie. Mais par exemple, sur cette question-là, moi, les personnes que j'ai rencontrées dans mon travail, elles sont construites, parce que vivant dans la société dans laquelle elles vivent, elles sont construites sur des normes de masculinité, de féminité, auxquelles elles ne peuvent pas répondre. Et où du coup, c'est pas... Enfin, il y a quelque chose qui est à déconstruire en fait aussi. Il y a vraiment un travail de déconstruction qui est à faire. Par exemple, vous parliez sur le polyamour tout à l'heure, d'avoir d'autres partenaires. Eh ben, moi, les personnes que j'ai rencontrées dans les groupes, elles l'envisagent, mais parce qu'elles s'estiment insuffisantes. C'est-à-dire, si j'étais avec le partenaire idéal est un partenaire valide, et si j'étais avec un partenaire ou une partenaire valide, alors il faudrait qu'il puisse aller voir ailleurs parce que je serais manquant, ou je serais manquante. Et ouais, c'est ça les constructions. Ça ne suffirait pas à combler son désir. Absolument. Je ne suis pas valable. D'accord. Alors, j'ai pas si j'avais la recette, je la donne volontiers, hein, je l'ai pas. Juste, ça fait écho à ce que j'ai trouvé, à ce que les personnes ont raconté, à ce que j'ai trouvé dans la thèse. Il y a quelque chose qui est très puissant, c'est, je vais l'appeler comme ça, c'est un espèce d'idéal de la validité. C'est-à-dire que les personnes concernées par la déficience motrice considèrent que le partenaire idéal ou la partenaire idéale est valide, que ça c'est très différent, que c'est mieux. C'est-à-dire qu'on voit bien une espèce d'incorporation très puissante des normes sociales de la validité et qui du coup annule toutes les prétentions à l'amour des personnes puisque elles-mêmes ne peuvent pas répondre à cet idéal et à cette norme-là. Et alors je sais pas... Enfin, et du coup avec quelque chose qui est vraiment sans critique, quoi. Sans critique, sans pensée, sans esprit critique. Et donc, elles ont incorporé des normes auxquelles elles se soumettent et qu'elles ne pensent pas et qui les disqualifient. Voilà. C'est qu'en fait, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on dit dans mon collectif. On n'utilise pas des termes forcément très scientifiques, mais ce qu'on appelle entre nous, c'est le validisme intériorisé. C'est-à-dire qu'on va grandir dans une société qui nous montre qu'on n'est pas dans la bonne norme. C'est-à-dire que la norme, c'est être valide. Quand tu l'es pas, il y a un truc qui manque. Et comment on fait pour se construire et pour socialiser aussi avec cette image-là. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas questionné parce que c'est tellement ancré dans l'image que la norme, c'est la validité et que si on n'est pas dans cette norme-là, forcément on se disqualifie de nous-mêmes, on va dire, du processus de séduction, du processus de socialisation, du processus de rencontre. Et je pense que ça c'est... alors c'est vrai
aux clés, donc on a fait, en fait je pense que sur le diagnostic on est quasiment tous sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'en effet il faut avoir confiance en soi, il faut se connaître, il faut s'apprécier déjà pour rencontrer d'autres personnes. Et la question c'est comment on arrive à ça quand on est dans cette société qui fait tout pour nous exclure. C'est-à-dire qui fait qu'on grandit sans représentation juste de nous-mêmes, qui fait qu'on grandit sans forcément participer à la société comme c'est attendu. C'est-à-dire que quand on voit le parcours du combattant, que ça peut être d'avoir une éducation. On peut voir le parcours du combattant que c'est d'avoir un travail. Quand on voit le parcours du combattant que c'est de se déplacer dans l'espace urbain ou dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire parce qu'on sait très bien, enfin ça se sait depuis longtemps, que les gens ils se rencontrent dans des endroits spécifiques. Les couples, les relations sentimentales et sexuelles, elles se nouent souvent sur les lieux de scolarité, sur les lieux de travail et dans la vie quotidienne et dans les lieux de rencontre classiques. C'est-à-dire que ce soit les bars, que ce soit les endroits comme ça. Et c'est vrai que donc on a cette image, donc on va dire il y a le point de vue personnel, c'est-à-dire comment on grandit, comment on vit, comment on s'insère dans une société qui nous montre qu'on n'est pas à la hauteur. Et ensuite, une fois qu'on se sent à la hauteur, comment on fait pour aller voir d'autres gens. Parce que c'est pas tout après d'avoir une image de nous-mêmes beaucoup mieux. Encore faut-il réussir à sortir de chez soi, encore faut-il réussir à être dans la vie tout simplement. Le plus après, je pense quand même personnellement, que le fait de nous exclure aide pas non plus les personnes à avoir une représentation plus adaptée de nous. C'est-à-dire que si on croise jamais une personne comme nous, on risque pas de comprendre ce que c'est de vivre ou d'aimer quelqu'un comme nous. Et le problème, et c'est pour ça que du coup on va le relier aussi à l'institution, etc., c'est qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont exclues de fait de cette possibilité. Alors évidemment, le fait d'avoir confiance en soi, ça ne suffit pas à éliminer le validisme ou le capacitisme du reste de la société. Évidemment que quand on est dans une société qui depuis des centaines d'années nous renvoie lie le handicap au malheur, à la maladie, à la tristesse, à la complication, etc. Forcément que quand on arrive dans ces situations-là, on va se retrouver face à des personnes qui ne comprennent pas, et je pense que ça arrive aussi à beaucoup de personnes handicapées qui arrivent dans ce jeu de la séduction à se heurter à une espèce de discrimination qui n'est pas forcément calculée ou malfaisante, mais qui est là et qui est probablement là. C'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un et qui nous dit soit qu'il va nous mettre sur un piédestal parce que trop de courage parce qu'on discute quoi concrètement, soit qu'il va nous nous plaindre. En gros il y a deux possibilités, soit on est plaint, soit on est adulé quoi. J'ai un peu remarqué ça, c'est-à-dire que c'est soit piédestal, soit c'est horrible. Donc forcément on n'est pas sur un pied d'égalité déjà d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'on va pas vouloir établir une relation sentimentale ou sexuelle, on va dire consentie et réciproque, si d'office la personne nous met dans une case qui n'est pas la nôtre quoi. Donc c'est un enjeu global de toute façon. C'est un jeune que j'ai rencontré à Bordeaux au mois de mars, qui disait, moi, c'est un jeune qui est en situation de handicap, qui a 19 ans, je crois, et qui a une petite amie, avec qui tout a l'air de bien se passer. C'est un jeune qui est très très sympathique, très avenant. On ne doute pas une seconde qu'il puisse charmer une jeune femme. Et il disait, ce qui a été dur pour moi, c'est que c'est compliqué avec les parents de la jeune femme, qui n'ont pas envie d'avoir leur fille avec quelqu'un qui est en situation de handicap. Il a fallu négocier, etc. Mais il dit, moi je le comprends, enfin, je comprenais, mais ça me pose souci, ça embête ma copine, on n'est pas les bienvenus chez eux, enfin... Son père lui dit « Ah, mais en plus, c'est une maladie, ça peut évoluer, tu vas être triste. » Je crois que bien sûr, c'est un lot commun de tous les parents de vouloir protéger leurs enfants. Et lui s'ouvre de cette situation-là avec ses parents. Et quand ce jeune a abordé cette situation avec ses parents, son père lui dit « Mais évidemment, mais moi, à la place de son père, je ferais la même chose. C'est-à-dire que si ta sœur m'annonçait qu'elle voulait être avec un gars en situation de handicap, je m'y opposerais. Toi, tu as une chance, c'est normal, je comprends que tu rêves d'être avec une jeune fille, elle est belle, elle est charmante, etc., etc. Mais si ta sœur avait voulu, j'aurais été très très mal à l'aise. Et le jeune a compris que pour son père, en fait, il était destiné, lui, à être avec une fille en situation de handicap, c'est-à-dire que, j'essaie de transcrire les propos, c'est évidemment pas les miens, mais c'est une espèce de, le second choix va avec le second choix, quoi, quelque chose un peu de cet ordre-là, et lui a souffert énormément de ça. C'est de se dire que finalement, il n'avait pas il n'avait pas à avoir le même niveau, d'attente qu'une autre personne dans le regard de son père. La deuxième chose qui me venait en vous écoutant, c'est de me dire, mais
ces personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de mon doctorat, mais comme elles sont loin de ce qu'on se raconte, du polyamour, de tout ça, moi, la chose que je constate, c'est, un, il n'y a pas d'expérience, mais deux, par exemple, un constat massif que j'ai fait, c'est une méconnaissance du corps. C'est-à-dire que le temps que j'ai passé dans les groupes à parler du corps, de comment ça marche. Les femmes, elles savent pas comment est fait leur sexe, que c'est creux, qu'il peut recevoir des caresses. Il y a des personnes qui savent pas que... Il y a, je sais plus si c'était un homme ou une femme qui pose la question de dire « Ah, mais les hommes et les femmes, ils ont un anus ?» Attends, ça veut dire c'est des personnes qui sont manipulées chaque jour par d'autres pour tous les gestes de la vie quotidienne, y compris aller aux toilettes, etc. Et elles savent pas qu'elles ont un anus, quoi. Enfin, voilà, donc pour moi, la discussion, elle est vraiment tellement éloignée de cette discussion d'un télo, et avec plein de guillemets, et pas méprisant dans ma bouche, qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire c'est pas qu'elle des intellos, c'est des riches. Mais Fabrice tenait le même propos, il disait qu'on était éloigné de la réalité de la majorité des gens, quoi. Alors voilà, avec... merci d'avoir fait écho à cette recherche et à cette étude qui est juste énorme, où en fait, à déficience égale, c'est-à-dire quand on mentionne la même déficience, qu'on vive en institution ou qu'on vive à domicile, c'est l'écart de possibilité d'avoir des rencontres, un partenariat sexuel, une vie de couple, etc., c'est massif. Enfin, c'est vraiment là que ça se joue. Et alors là, je te rejoins Lénie volontiers, c'est-à-dire que pour moi, le problème, il est structurel, il est environnemental, il n'est pas lié à la personne et à sa déficience, parce qu'il y a un espèce de continuum de ces personnes qui ont été institutionnalisées depuis enfants, qui ont appris à obéir, qui ont appris à faire comme on leur dit, à pas avoir d'avis, à pas décider pour elles, et que probablement le gros du travail aujourd'hui, il est là en fait. Il est pouvoir choisir même des petites choses de sa vie, quoi. Enfin, juste choisir des petites choses de sa vie. Et que du coup, la question de la rencontre, d'un partenaire, et de quel type de relation j'ai envie, etc. Mais ça viendra, mais c'est loin, en fait, éloigné. Juste une petite remarque, c'est marrant parce que c'est exactement le type de réaction qu'il y a eu lorsque on a introduit l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires et au collège. Dans les années 70, voilà, grand débat là-dessus, et il y a plein de gens qui disaient mais si on éduque, ça va être l'orgie dans les écoles, en gros, pour dire... Alors même qu'en fait, c'est une façon de... c'est un support, c'est-à-dire pour apprendre à se socialiser soi-même à la sexualité, savoir comment fonctionne la sexualité est aussi une bonne façon d'envisager les choses pour après avoir le choix de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est d'ailleurs au clé, on en parlait par rapport à ce qu'on proposait à la place de assistance sexuelle, vu qu'on n'est pas trop fan, mais bon, ça tout le monde l'aura compris. C'était aussi de dire voilà, une éducation sexuelle plus poussée, et qui éduque plus aussi aux variétés de personnes que les gens peuvent croiser, c'est-à-dire avec une éducation sexuelle antipalidiste aussi. De montrer que voilà, une personne handicapée est tout à fait aussi valable, pas plus, hein, mais pas moins, que n'importe quel autre partenaire. Et ça, c'est l'éducation. Enfin, et elle se ferait où, cette éducation sexuelle un peu spécialisée? Non, mais pas spécialisée, elle devrait faire partie de l'éducation sexuelle. Enfin, on milite pour une éducation sexuelle plus jeune, comme ça peut se faire en Belgique, par exemple, à partir du début de la primaire. C'est hyper institutionnalisé. Mais non, mais c'est pas... Moi, j'ai pas de problème. S'il y a un endroit qui est institutionnalisé... Non, mais j'ai pas de problème avec les institutions en tant que telles. Genre l'école, je sais que c'est une institution, on ne peut pas fermer les écoles. Je parle d'institutions spécialisées pour personnes handicapées. Oui, non, mais moi, en fait, je me suis mal exprimé. Ce qu'on préconise, c'est de l'éducation sexuelle pour tous, quel que soit le handicap ou l'absence de handicap, dès le plus jeune âge, comme ça peut se faire dans d'autres pays, et penser juste à parler accessoirement des personnes handicapées là-dedans, puisque concrètement, même quand ça se fait, les personnes handicapées sont complètement évitées. Je veux pas un truc spécialisé. C'est une intervention, pour moi, c'est pour n'importe quel écolier. Et que n'importe quel écolier entende une personne handicapée est aussi un partenaire. Et que les écoliers handicapés, si un jour toutes les personnes handicapées sont scolarisées, entendent que c'est des partenaires potentiels. Et que si les gamins ils grandissent en se disant que c'est des partenaires potentiels, quand ils arrivent à 16-17 ans, personne ne sera choqué avec quelqu'un handicapé en disant les trachéotomies, comment je vais faire pour coucher avec lui. Parce que s'il en a parlé depuis qu'il est gamin, il sait que c'est possible et ils se débrouillent entre eux et puis personne ne le sait, ça serait bien. Juste un dernier truc, il existe dorénavant des formes d'éducation sexuelle à destination des personnes handicapées, ça existe dans pas mal de pays. Il y a notamment, en Suisse romande ça existe, et il y a une sociologue dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui a écrit un article dans le numéro de genre, sexualité, société que j'ai co-dirigé avec Lucie Nayak, qui a travaillé justement sur elle a observé des sessions de formation, d'éducation à la sexualité destinées aux personnes handicapées moteurs en Suisse romande, et elle montre à quel point, en fait, c'est des formations un peu bizarres, c'est-à-dire que notamment, la sexualité y est envisagée uniquement sous la forme du risque.
Alors c'est forcément une sexualité hétérosexuelle, ce qu'elle montre dans cet article. Et en fait, on parle très peu de plaisir, on envisage, on dit qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une violence sexuelle, etc. Mais on n'y envisage absolument pas la sexualité comme une forme de plaisir. Et en fait, il y a toute une littérature aujourd'hui là-dessus, parce que ça se multiplie, parce que c'est devenu aussi un segment professionnel, l'éducation à la sexualité pour les personnes handicapées, il y a de plus en plus de gens. Mais en fait, quand on regarde un tout petit peu le contenu, on se rend compte que c'est pas très émancipateur en tout cas. Tout à l'heure, Johan a fait référence à un micro-trottoir que vous pouvez tous trouver sur YouTube. On interroge des personnes qu'on rencontre dans la rue. Est-ce que vous mettriez en couple avec une personne handicapée, sans plus de précision sur la nature du handicap? Et une réponse qui est revenue souvent, sur laquelle on voulait vous faire réagir, c'est un certain nombre de personnes disaient: un handicapé, c'est une responsabilité de sortir avec un handicapé. Ça serait trop de responsabilité. Et donc on voulait vous faire intervenir là-dessus. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne faut pas poser les choses en ces termes? Toujours est-il que les personnes réagissaient comme ça, quoi. C'est de la projection, ça. Pardon? C'est de la projection. C'est la projection. C'est-à-dire que c'est complexe. Si la personne handicapée est autonome, elle est responsable d'elle-même. Donc, si un partenaire ou deux partenaires estime que ça représente trop de responsabilité, c'est un problème chez lui. Moi, j'assume ce que je fais, j'assume ce que je fais. Et c'est pas à la femme que j'ai d'assumer d'être responsable de ma vie. Cela dit, je connais des couples comme ça. Je connais des couples où la perversion va tellement loin, la culpabilité est tellement profonde qu'il n'est même plus possible d'envisager une séparation, parce que si je la quitte ou si je le quitte, mais elle va mourir. Donc, responsabilité, il y en a. Si on se les met sur les épaules, il y a responsabilité. Si le couple n'est pas mature, il y a responsabilité. Si le couple n'est pas dans la discussion, dans les dialogues. Mais est-ce que malgré tout, il n'y a pas un certain nombre de choses que la compagne d'une personne vraiment handicapée, et puisque tu évoquais ta situation personnelle, ta compagne endosse en termes de tâches, d'attention? Est-ce que c'est pas ça aussi qui font référence ces personnes quand elles parlent de responsabilité? Des choses qui matériellement vont incomber à qui ferait le choix de se mettre en couple avec une personne atteinte d'incapacité lourde. Ça, c'est vraiment le choix. C'est des cas. C'est au cas par cas. C'est vraiment. C'est le choix dans la relation. Qu'est-ce qu'assume l'autre? Toutes les discussions qu'il faut avoir, c'est ça qui est énorme, moi je trouve. C'est de se dire toutes les discussions qu'on doit avoir sur tout. Là, est-ce que c'est toi, en tant que compagne ou compagnon, qui prend en charge, ou est-ce que c'est un tiers, mais ça veut dire qu'il y a un autre qui arrive dans ton intimité? Et ça fait, enfin j'en sais rien, moi je parle tout ton contrôle, mais oui, ça a été, là on parle vraiment de notre histoire personnelle, mais ça a été un long cheminement que Marcel soit OK que je devienne l'une de ses accompagnantes. Je fais partie de l'équipe, au même titre que mon collègue ici présent. Donc à quel moment je mets cette casquette d'accompagnante, à quel moment je remets ma casquette d'épouse,
c'est tout ça, et être toujours dans ce juste équilibre, et ça passe par énormément de communication. Et je rebondis sur cette projection qui a dû être faite par ces gens qui ont répondu à ce micro-trottoir. On entend beaucoup cette expression de prise en charge des personnes en situation de handicap. Et j'entends souvent Marcel dire dans des conférences, mais je ne suis pas une charge, en fait. J'aimerais juste avoir une prise en compte. Et je vais passer la parole à Lénie, mais effectivement, ça nous semble important. On a mis sur la diapo aimant égale aidant, point d'interrogation, parce que, comme je disais, on a rencontré des couples, et on s'aperçoit que les choses ne sont pas simples. Alors, je pense que la responsabilité, c'est pas forcément forcément que c'est des angoisses que les gens se projettent sur nous, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il faut quand même voir que souvent, la société ne prend pas les responsabilités qu'elle devrait prendre sur, on va dire, l'accompagnement ou la prise en compte des personnes handicapées. Et de fait, il y a beaucoup de personnes en couple avec des personnes valides. La personne valide va devenir l'aidant principal ou va se retrouver dans une situation à ne plus être l'amant, mais être l'aidant, ou à plus savoir quand c'est qu'il faut l'être, quand c'est qu'il faut plus l'être. Et du coup, à se retrouver dans la situation, et ça arrive régulièrement, de couple au bout du rouleau, qui se séparent juste sur des raisons techniques, quoi. Ou parce que des personnes vont s'épuiser. Donc c'est pas juste, je pense pas que ce soit juste une projection, c'est aussi à un moment il faut se dire comment ça se fait que trop régulièrement le couple soit l'entité qui après la famille va entre guillemets gérer les particularités liées aux diversités fonctionnelles. Quoi. Parce que la société se défausse sur le conjoint. Oui c'est ça, la société se défausse sur le conjoint. Elle vient épouser. Oui c'est ça. Qu'elle assume. Et d'ailleurs, si je peux rebondir juste sur une actualité plutôt politique récente, quand on voit par exemple l'indexation de l'allocation du handicapé sur le revenu du conjoint, et qu'on est en train de se dire à un moment comment on fait pour arrêter d'être dépendant de son conjoint ou de mettre le conjoint dans une situation de responsabilité, en même temps on a un gouvernement qui dit je fais tout pour les personnes handicapées, mais par contre, si vous voulez de la thune, il faudra que ça soit en rapport avec ce que gagne votre conjoint. Donc si on n'a plus de conjoint, il faut refaire des dossiers. Si on est sur un conjoint abusif, comment on s'en va sans revenu ? Je suis pas sûr que ce soit bien possible, donc on est quand même toujours à se battre, on est quand même toujours actuellement, même au niveau légal, à réussir à se battre pour avoir ce qu'il faut pour être indépendant. On ne peut pas être dans un couple si chacun n'est pas indépendant non plus. Et la personne avec qui on va se mettre en couple ou pas, c'est pas la personne qui va être responsable de nous. Et toute la société elle renvoie ça aux gens qui sont en couple avec des personnes handicapées. Et ça renvoie ça aussi aux personnes handicapées qui, du coup, vont penser que c'est normal. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de réflexions à avoir et beaucoup de discussions justement entre nous, d'où l'intérêt de faire communauté aussi à un moment donné. C'est de se dire quelles limites on met, etc. Et c'est vrai que le principe d'avoir une aide humaine adaptée aux besoins, c'est quand même, je pense, une condition sine qua non pour avoir une relation de couple épanouie, pour avoir des relations sentimentales épanouies, pour avoir des relations sexuelles épanouies, pour avoir une vie épanouie, tout simplement. Il y a aussi la réalité quand même de la taille du logement, par exemple. Oui. C'est-à-dire que si on a une ou deux aides humaines en permanence à domicile, et qu'on vit dans un F2, il y a un moment où on est content aussi de ne pas avoir d'aide humaine à la maison. Enfin, c'est aussi quelque chose qui produit cher. Tout le monde n'habite pas dans 200 mètres carrés, etc. C'est sur, nous, on a des couples qui sont en studio. C'est pas marrant de vivre à deux en studio. Si en plus on rajoute une tierce personne, voire deux à certains moments, il y a une lourdeur, quoi. Sans vouloir du tout évacuer la dimension et l'ambition politique de nos échanges, je pense qu'il est aussi important de savoir, outre les inadaptations d'un système tel qu'il est et la façon dont il conviendrait de changer, prendre néanmoins le temps de discuter des choses telles qu'elles sont. On comprend bien que l'indexation de la hache sur le revenu du conjoint pose problème. Néanmoins, je pense qu'il y a certaines situations concrètes, telles que les gens les expérimentent aujourd'hui, qui sont intéressantes à discuter et qui, quels que soient les formats politiques de prise en charge, ne seront pas totalement évacués. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait qu'un compagnon ou une compagne d'une personne lourdement handicapée, à certains moments, et quand même ceux-ci sont encadrés par une prise en charge en termes d'aide humaine qui permet de ne pas dépendre de l'autre malgré sa volonté, etc. Néanmoins, il existera toujours des moments où, au moins potentiellement,
celui qu'on aime peut devenir aussi celui qui aime. Et donc, Bien sûr. je pense qu'il est intéressant de discuter de ça. Là encore, on va peut-être vous montrer 2 ou 3 extraits de l'entretien. Gilles nous expliquait à l'instant être une des aidantes et faire partie de l'équipe de Marcel, une enquêtée qui nous dit c'est pas lui, c'est pas son rôle, c'est pas le rôle du conjoint de faire les tâches d'auxiliaire de vie. Enfin, je pense qu'il faut séparer au maximum que l'on peut la partie aidante et la partie conjoint normale. Donc là aussi, on voudrait vous faire discuter de est-ce qu'on peut être, et comment, enfin éventuellement, on peut être un conjoint normal. Je reprends les propos de l'enquêté, je ne les prends pas à mon compte. Quand on est aussi une personne, alors là, qui fait carrément partie de l'équipe, mais aussi de manière plus ordinaire, qui, à des moments peut-être plus ponctuels, vient prêter assistance et effectuer des gestes de soins, voilà, des gestes d'auxiliaire de vie. Quoi. Si je peux dire rapidement quelque chose là-dessus. Concrètement, bon, moi je ne vais pas parler forcément de ma vie personnelle parce que Tu peux, hein. Oui, non, mais je sais que c'est pas comme ça. Moi, quand je suis là pour parler en tant que membre du clé, je parle pas de ma vie, ça c'est pas. Mais c'est pas pour ça que je voulais intervenir. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a un truc que je peux dire par contre, que je pense qui à mon avis est très important, c'est le concept de choix. C'est-à-dire que si la personne avec qui on est conjoint est obligée de faire des choses sur un quotidien, ça peut être usant. Si c'est un choix ou une organisation interne qui fait moi je veux que ça soit comme ça, on en discute, ça se passe bien, ça c'est une question de choix. Il faut toujours qu'il y ait une possibilité de faire autrement. Et actuellement, c'est vrai que c'est pas le cas. Alors, on peut aussi me reprocher de toujours vouloir changer les choses, mais bon, en même temps, là, je suis au clé, quoi. C'est un peu dans notre, c'est notre fonctionnement. Donc, je peux pas non plus renier mon mode de fonctionnement et le fonctionnement militant dans lequel je suis. Mais je pense que voilà, déjà, s'il y a un truc que je peux dire, c'est une question de choix et de discussion, mais il faut que ça soit un choix. Et si ce choix est pas fait, il faut qu'il y ait une alternative. Alors, parfois aussi, il y a des contraintes financières. Oui, bien sûr, Il y a un marché de l'emploi là où on peut parler de la précarité et une des personnes opportunité de travail là où parfois il n'y en a pas d'autres. C'est aussi des En situations sachant que les personnes handicapées sont particulièrement touchées par le chômage et aussi la précarité. Donc aussi, mais c'est un ensemble, c'est pour ça. Enfin, c'est pour ça, c'est structurel en fait. Le souci, c'est jamais un petit bout. C'est le petit bout, il est accroché à un autre bout, qui est accroché à un autre bout, qui est accroché à un autre bout. C'est toujours pareil. C'est d'accord de tout quoi. Oui, mais il y a aussi des choix influencés. Bien sûr. Des influences, donc oui, c'est une question de choix toujours. Il faut qu'il soit trop clair avec soi-même. Mais pour répondre à la première vignette là-haut, j'entends beaucoup de personnes, il y a pas mal de personnes qui viennent vers moi, notamment sur les réseaux sociaux, qui me disent « mais est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est pas ambigu parfois d'avoir cette casquette d'accompagnante, de faire des soins qui sont vraiment des soins médicaux, des soins faits par des infirmiers, infirmières, et puis 5 minutes après, je sais pas, de faire un câlin, d'avoir des gestes affectueux. Mais tout ce que je fais dans les soins, je le fais avec cet amour, donc tout est lié, c'est vraiment, tout est simple et fluide, c'est notre fonctionnement. Mais juste pour en revenir à ça, oui, je suis d'accord, mais je répondrai juste à cette personne. Moi, à un moment, j'ai juste eu envie de pouvoir, c'est hyper personnel, mais juste pouvoir me trimballer en culotte dans ma maison, quoi. Voilà, on est 24 heures sur 24 avec des personnes, donc voilà, on est une petite famille, il y a une très bonne ambiance, c'est super, mais juste de temps en temps, on avait envie d'être seul, mari et femme chez nous. Alors, c'est la question d'après, mais avant de l'aborder, parce que tu vois, tu nous fais la transition rêvée, mais néanmoins, par rapport à ce que tu disais, moi, ça m'évoque 2 questions. Est-ce que ce que tu nous dis là, ça ne crée pas une forme de dépendance à 2 niveaux? C'est-à-dire que puisque tu nous expliques faire tous ces gestes teintés de l'affection que tu portes à Marcel, est-ce qu'à un moment donné, tu ne deviens pas aussi la personne qui le fait le mieux? Parce que tu es celle parmi l'équipe qui a le plus de soucis pour lui, ou à qui ça tient le plus à cœur de faire les choses comme il faut, avec des guillemets. Et quand tu dis j'ai envie de... Ça, c'était la première forme de dépendance
je voulais tenter au potentiel en tout cas. Et quand tu dis j'ai envie de pouvoir me promener en culotte, évidemment ça s'entend tout à fait, mais est-ce que dans ces moments-là, la personne qui dépend de toi n'est pas du coup plus contrainte que des moments où tu peux garder ton pantalon mais où il y a un autre tiers qui peut l'aider pour faire ce qu'il a à faire? Plus contrainte de quoi? Mais est-ce que Marcel n'est pas plus contraint parce que du coup il dépend de ta volonté, de ta disponibilité, alors que s'il y a un autre auxiliaire qui est là disponible, du coup il est plus dépendant de toi, tu vois? Non, mais j'agis de la même façon que mes collègues. C'est moi qui les forme, donc ils ont la même attention, exactement, la même. Ils sont auprès de Marcel. Quand je forme les personnes à être dans les soins de Marcel, dans le soin de Marcel, je les forme vraiment à être accompagnant, pas à faire accompagnant. En fait, c'est une quête d'équilibre très difficile. Moi, depuis le départ, je suis très sceptique sur la confusion des rôles. Et donc, il faut vraiment que la décision soit mûrement réfléchie. Oui, c'est évident, avoir des journées seules avec Dieu, c'est du bonheur. Mais, si c'est pour casser le couple, ça sert à rien. Ensuite, ne pas avoir ces jours-là, ça peut être une autre façon de le casser. C'est-à-dire que il faut être lucide. Un couple mixte handicap et valide, c'est très délicat, très aléatoire. Ça peut être très fort si vraiment il y a une entente réciproque. Si on n'a pas un qui prend l'emprise sur l'autre. Si on n'est pas dans la maternage, c'est évident, mais ça demande un travail sur soi constant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser passer un malentendu. Donc, on est un couple très soudé. Mais soudé parce qu'on a les mêmes valeurs et parce que on ne laisse jamais passer un malentendu, qu'on discute, qu'on renégocie, c'est essentiel, et c'est exigeant. Moi, me ramène au fait d'une carence culturelle dans le milieu du handicap. Quand on a un niveau d'études des personnes handicapées, donc leur capacité à conscientiser leur réalité, leur vie, moi je suis très inquiet. C'est quoi les outils? Parce que je crois que vous vouliez intervenir, mais on a l'impression que dans ce que vous dites là, c'est comme si dans les couples mixtes, il y avait besoin de plus discuter, ça m'interroge quoi, de plus discuter que dans un couple valide-valide quoi. Ah non, C'est évident. Je sais pas. on devrait être exemplaire de ce qui devrait se passer dans tous les couples. C'est évident. Mais il y a un couple, entre guillemets, soi-disant normal, peut arriver à fédoder, à composer, à décomposer, parce que les deux, oh là là, j'en ai marre, je sors. Quand ça handicap, on sort pas. Ou on affronte le problème, ou Ça casse. on coule.
même si c'est un équilibre personnel à trouver, etc., je pense que quand on analyse le truc, il ne faut pas non plus occulter les dynamiques de pouvoir au sein d'un couple aussi, qui existent. Et le principe d'être un homme, d'être une femme, d'être que 2 hommes, 2 femmes, enfin, je veux dire, les choses existent aussi de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est pas juste, quand on est une personne handicapée, on n'est pas juste une personne handicapée, on est aussi un homme handicapé, donc du coup il y a aussi toute la dynamique, enfin, tout ce qui se joue dans le patriarcat, tout ce qui se joue dans notre société actuelle, qui fait que du coup on va aussi le transmettre même quand on est handicapé. Après je pense que le dialogue, il est... Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a besoin de plus de dialogue, mais en fait ce qu'il faudrait, c'est surtout que les autres couples aussi dialoguent comme ça. Parce que quand on a des contraintes techniques, on se retrouve dedans aussi, quoi. On se retrouve dedans parce qu'il n'y a pas le choix, à un moment il faut en discuter, parce que sinon qu'est-ce qu'on fait, enfin, donc ça va pas, je pense que c'est ça aussi qui se joue, mais c'est un peu surprenant de se dire que c'est que dans le genre de couple que ça existe, quoi. Non, mais je posais la question. Oui, non, mais voilà. Et puis à un moment où il y a des mouvements comme MeToo, etc., où la question du consentement, par exemple, elle est sur le devant de la scène, c'est très intéressant de regarder dans les couples mixtes, parce que, je veux dire, quand ton ou ta partenaire est très dépendant, dans la partie la plus intime et la plus érotique, etc., il faut parler, il faut se parler, il faut négocier, il faut se dire ce dont on a envie. Enfin, je veux dire, ça fait aussi du coup des relations respectueuses, enfin je sais pas quoi, où on doit se dire des choses, quoi. Elles ne sont pas toutes, mais elles peuvent, quoi. Ouais, elles peuvent l'être, en tout cas. C'est un modèle un peu différent. Si je peux me permettre, les rapports de domination au-delà de la question du sexe, on a des situations où c'est la personne en situation de handicap qui domine totalement l'autre, qui n'est la prolongation, qui n'est, et je cite, que la prolongation de la volonté il y a des gens qui s'épanouissent là-dedans aussi, hein, mais moi j'ai vu à peu près autant de situations de domination par des personnes en situation, peut-être même plus d'ailleurs, que par des personnes qui seraient le conjoint et... Et après, donc... Quel que soit le sexe. Pour le coup, moi je vois assez peu... Ce que disait Gilles concernant l'intimité, enfin voilà, le fait de... qu'il y ait toujours des tiers aidants, donc on voulait aussi un peu discuter de ça, c'est comment quand on fait couple, on peut se promener au plus vite de chez soi quand il y a des assistants de vie qui sont toujours en réparage. Cet extrait d'entretien qu'on a mis avec... qui renvoie aussi à la question qu'évoquait Lénie de la possibilité de choisir. Et donc, avec peut-être une autre forme de choix, et donc on va peut-être en discuter parce que c'est un peu avec l'injonction de ces deux problématiques. C'est enquêté Camille qui me dit, du coup ça s'est fait assez naturellement, tout de suite, il a voulu faire ce que j'avais besoin. Donc du coup, c'est-à-dire vraiment m'aider à me déshabiller et puis m'amener aux toilettes. Donc c'est vrai que c'est pas ce qui l'arrange le plus, mais il préfère ça, plutôt qu'il y ait un auxiliaire de vie qui vienne le soir nous embêter, entre guillemets. Donc du coup, voilà, il le fait. C'est pas quelque chose qu'il aime faire, mais il le fait. Et donc là, c'est cette tension, et donc ça va, je crois, un petit peu plus loin que la liberté de choisir que tu évoquais. C'est une liberté de choisir systémique, c'est-à-dire il y a un système ou pas. Là, on a une tension entre une volonté visible d'un couple de garder un temps pour soi et la volonté dans l'idéal du conjoint qui serait de ne pas faire ses gestes et qui fait un peu malgré lui, quoi. Donc voilà, nous faire un peu réagir sur ces tensions-là, éventuellement des solutions envisageables, mais aussi, enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Moi, ça m'arrive, alors pas hyper souvent, pas régulièrement, mais ça m'arrive, oui. D'être seule avec Marcel, et alors ça dure moins longtemps, au bout de plusieurs années. Je suis pas là à me poser pendant une dizaine de minutes, qu'est-ce que je vais faire comme choix, mais ça peut me traverser. Là, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? De devoir faire tous les soins du soir, mais on est juste tous les deux. Ou alors, je me sens pas, et bon, je parle par exemple en déplacement parce qu'on est plusieurs. Voilà. Ou alors, je me sens pas trop, effectivement, comme c'est dit là, c'est pas ce que je préfère ou c'est pas l'idéal ce soir-là, et je demande à un collègue de le faire. C'est un moment, qu'est-ce qui est plus important pour moi ?
J'ai une petite remarque éventuellement à faire qui me paraît intéressante avec les 3 extraits d'entretien, c'est qu'en fait on est tous face à des aidants hommes, et j'ai si bien compris, ces 3 interviewés femmes. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les hommes aidants ont le choix en fait. Ont le choix de plusieurs choses. Soit ils peuvent rien faire, soit ils peuvent faire tout, soit ils peuvent faire un peu. Et en fait, ça reprend, c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la question du goût, par exemple, la question du goût aux tâches ménagères et tout ça qu'on constate sur, par exemple, les enquêtes sur le couple valide. Et bien là, en fait, on se rend compte qu'au final, en tant qu'homme aidant, on a plein de possibilités qui nous sont données, et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si les interviewés étaient des hommes qui parlaient du rôle des aidants. Et l'intuition me dit que le goût de la femme à faire telle ou telle chose serait assez peu pris en compte. En tout cas, il y aurait moins ces 3 possibilités qui sont présentées. Oui, je pense que de toute façon, on ne peut pas voir qu'une seule dynamique de domination ou d'absence de domination. Enfin, le fait d'être un homme avec une femme, le fait d'être une femme avec un homme, forcément que les choses changent. Parce que la société elle est faite comme ça et qu'il n'y a pas de raison que nous, on soit par miracle épargnés par ces choses qui traversent le reste de la société, quoi. Mais après, je pense que les questions d'intimité, je pense qu'il y a aussi un artefact de présentation, c'est-à-dire que voilà, moi je suis un homme aidé par des hommes et des femmes, et du coup, ces problèmes d'intimité, ils se posent aussi avec ma conjointe qui peut avoir à certains moments envie de pouvoir préserver une bulle d'intimité que la présence de mes assistants peut venir mettre à mal, donc sans du tout invalider ça. Je pense que ça... Voilà, comment on peut aussi continuer à réfléchir autour des questions d'intimité d'un couple avec des tiers aidants. Fabrice, tu évoquais des contraintes matérielles du fait que tout le monde ne vit pas dans un appartement de 200 mètres carrés. Est-ce que ça passe par des formes d'aménagement de l'espace? Est-ce que c'est nécessairement un travail sur soi et prioriser, dire qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qu'on peut combiner les deux? Enfin, essayer de démonter un peu ces mécaniques-là, peut-être? Oui, je parlais de tout ça, mais on a, juste pour faire une parenthèse, on a aussi cette chance d'avoir construit notre maison, et qui est vraiment très grande, où les accompagnants de Marcel ont leur propre chambre, leur propre salle de bain, et où quand chacun est dans son espace, Marcel dans son bureau, moi dans un autre espace, ses accompagnants dans un autre espace, il y a des sonnettes partout dans la maison pour qu'on puisse s'entendre. On a la chance d'avoir un espace immense. Comment ça se passerait, notre vie, si on était dans un petit appartement en pleine ville, tout ça? Il y a vraiment des conditions matérielles pour que, on va dire, les choses se passent bien, voilà. Les choses rapidement. Je voulais poser une dernière question sur le couple, enfin vous interpeller d'une dernière manière, et puis après on fera la pause, on ira déjeuner. Parce que, là on se pose aussi un peu la question de savoir si le couple mixte c'est un couple particulier ou c'est un couple comme les autres. Et donc on se demande si il faut qu'il y ait quelque chose, ou si dans la réalité il y a quelque chose comme des couples alternatifs, sans qu'on ait la réponse, est-ce que ça peut être l'alternative? En tout cas, nous, je voulais vous citer cet extrait d'entretien là, d'une jeune femme qui nous dit « J'ai vraiment envie d'avoir mon chez-moi, d'avoir mon homme, qu'il rentre le soir après le travail et qu'il me trouve à la maison. » Donc cette citation nous paraissait intéressante parce qu'on voit que les attentes, c'est un petit peu des choses qu'on a dit en démarrant, les attentes sont très normatives de la part des individus. Quoi. Mais après, ce serait intéressant de savoir qui est cette femme, c'est-à-dire quelle est sa classe sociale. Je veux dire, il y a quand même, ça recoupe plein d'autres. C'est ça. Que font ses parents, etc. Parce que, de fait, c'est un type de couple qui est encore aujourd'hui très recherché, très recherché encore. Aujourd'hui, c'est une norme de couple, mais qui est plus en fait du côté des classes populaires. Et plus on monte dans la hiérarchie sociale, plus on a des valeurs d'ouverture, de volonté d'avoir un chez-soi. Donc, à la limite, je pense que le handicap, il faut toujours le relier à la question de la classe sociale. Et on le fait assez peu. On considère les personnes handicapées comme une sorte de masse informe sans aucune caractéristique sociale, alors même que de fait, c'est un Ouais, puis... Vas-y. Je voulais du coup changer de sujet parce qu'à mon avis on a quand même discuté pas mal de ça. Je voulais revenir sur la question de l'intimité en fait. Dans les groupes de parole de femmes que j'ai animés, donc femmes qui vivent en établissement, qui ont des déficiences motrices importantes, qui se déplacent en fauteuil roulant, groupe de parole, et puis revient très régulièrement la question des activités extérieures. La sortie pour aller chez l'esthéticienne, l'activité extérieure à l'établissement.
ailleurs avec d'autres gens, etc. Puis au bout d'un moment, je leur dis, mais pourquoi vous me parlez de ça dans un groupe qui s'appelle intimité, amour, sexualité? Pourquoi vous me parlez de vos activités extérieures? Et en fait, quand on discute ensemble avec ces femmes, on construit on construit ensemble le fait que pour elles, l'intimité, c'est là. C'est dehors. Oui, c'est dehors. C'est là où on n'est pas sous le regard de tout le monde, c'est là où on n'est pas... Ouais, on prend soin de soi, et puis on a la liberté d'en parler ou pas, de choisir ce qu'on en dit et dans quelle mesure on en parle, à qui. Donc voilà, donc on construit ça, c'est hyper intéressant, puis moi je trouve ça hyper intéressant. Et puis je leur dis, alors, et puis quand vous rentrez de votre activité diverse et variée, au foyer, il se passe quoi? Et là, elle raconte, les professionnels, ils disent quoi? Alors, Martine, tu vas bien? Comment ça s'est passé? Donc je leur dis, et là, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'elles font à votre avis? Eh bien, elles se sentent, je vais dire comme ça, obligées d'en dire un bout. Obligées d'en dire quelque chose. Parce que quoi? Parce que peut-être si j'en dis pas quelque chose, je vais vexer le professionnel. Et qu'est-ce qu'elles racontent, ces personnes? C'est qu'un professionnel vexé qui s'occupe de toi quand tu es très dépendant, eh ben c'est pas agréable. Vous voyez le système, c'est quand même hyper... Et c'est très fin, c'est très délicat en fait. Et les professionnels, enfin, loin de moi l'idée de penser qu'ils sont mal intentionnés à ce moment-là. Ouais. C'est juste de me prendre la mesure des contraintes, voilà, qui pèsent quand on est dépendant. Enfin vraiment, je pense que la question de la dépendance pour moi, elle est centrale, quoi. Des contraintes qui pèsent sur les personnes et de les constructions qu'ils sont obligés de faire pour trouver des aménagements acceptables. C'est très intéressant parce que, en fait, si les accompagnants ne sont pas ouverts d'esprit, il est évident que ça va mettre des freins et que ils vont être dans le mode jugement. Enfin, la vraie intimité que possède une personne handicapée, c'est celle qui est dans sa tête. Ah, moi, mon corps, je sais pas ce que c'est, l'intimité corporelle. Ça fait 60 ans qu'on me déshabille, qu'on me torche, qu'on me donne à manger, je sais pas. Donc, si j'ai pas une intimité psychologique, c'est très difficile à vivre. Si en plus j'ai en face de moi un accompagnant qui est coincé, qui est intrusif, c'est très compliqué. Parce que même dans la vie de couple, on peut avoir parfois une intimité. L'autre est là, comment vous faites? Pas évident. Avoir un handicap, c'est être constamment dans la gestion de son intimité. Et de se dire, mais qu'est-ce que c'est l'intimité? Qu'est-ce que c'est mon intimité? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou à supporter? Et qu'est-ce que je ne veux pas? Voilà. C'est des compromis à faire. Oui, constamment. En fait, c'est compromis, concession, négociation, avoir un handicap. Être accompagné, c'est apprendre à être diplomate. C'est apprendre à être philosophe, à dire que
toute façon, je peux pas tout avoir. Et on rejoint le problème de choix. On est constamment confronté à des choix. Là, j'aimerais me toucher. Et mon accompagnant n'est pas bien. Donc, est-ce que je pense d'abord à moi? Ou est-ce que je pense à lui pour le préserver? Dans l'optique de la relation future. Et oui, ce que disait Jennifer, il faut aussi préserver les êtres. C'est ça. Donc, on n'est pas préparé à tout ça. C'est difficile de définir ce que c'est déjà qu'un plan cul, parce qu'au final, on a tous été un plan cul avant d'être en couple. C'est l'une des grosses métamorphoses des rencontres contemporaines, c'est que dorénavant, il y a cette phase du flirt, il y a cette phase de... on a une sexualité avant de faire couple, ce qui est une grosse métamorphose dans la façon de faire couple contemporain. Moi, ce qui me paraît intéressant, notamment sur la question du handicap, c'est est-ce qu'on laisse la possibilité, justement, d'avoir ce qu'on appelle les plans cul, mais juste en fait la phase de flirt, la phase de découverte. Et typiquement en institution c'est très compliqué, puisque moi de ce que j'ai compris, c'est typiquement le couple doit déjà installer, par exemple pour demander les chambres à deux ou des choses comme ça. Et donc en fait on présuppose que le couple préexiste à la sexualité, alors que de fait c'est absolument pas du tout dans les modes de rencontre contemporains. Donc le plan cul ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est un peu une notion à la mode, mais qui vient un peu essayer qui permet un peu d'interpréter les nouvelles formes de sexualité. Je voulais juste dire aussi qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'un plan cul c'est bien joli, mais quand il y a une volée de marche pour aller chez la personne avec qui on veut faire le plan cul, quand on est un fauteuil roulant, déjà ça limite, ou même d'autres on va dire barrières et frontières qui sont aussi fabriquées artificiellement hors de notre handicap. C'est que le plan cul implique quand même parfois de pouvoir avoir un acte sexuel de façon impromptue, relativement rapproché dans le temps avec entre la décision et l'action, et qui est aussi, quand on a des limitations fonctionnelles, va tout d'un coup devenir quelque chose de compliqué, quoi. De très compliqué, parce que il faut quand même parler, il faut penser charte mentale, il faut penser organisation, et que parfois, dans certaines situations, le fait de décider d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un et le moment de la concrétiser, du coup, ça demande une organisation. Un peu le côté, le rythme. Un problème dont on parle pas. Dans nos sociétés, on fait l'amour à 15, 16, 18. Avec un handicap direct. Moi, à 16 ans, à bientôt à 16 ans, j'avais kiffé de mon personne. À bientôt en situation de handicap. C'est maintenant je peux, et maintenant comment je fais. C'est ça. Donc, c'est clair que handicap et pesanteur, ça déroule toujours ensemble. Vous voulez intervenir tous les deux? Dans le G, maximum, sa vie. C'est très dur. C'est-à-dire que tout doit être pensé, organisé, que tout le monde soit d'accord. On arrête qu'il n'y ait pas d'accord, déjà, il y a un... Alors en fait, ce qu'il faut se poser comme question, moi je pense, c'est est-ce que la difficulté elle est liée au fait qu'il y a des problèmes techniques, ou est-ce que la difficulté elle est liée au fait qu'on est dans une société validiste qui fait que les personnes handicapées considèrent qu'elles ne sont pas valables sexuellement et qui renvoie aux personnes valides qu'un partenaire handicapé n'est pas forcément satisfaisant. Moi je penche plutôt pour la deuxième option, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que le problème technique soit le majoritaire, ce même qu'il faut utiliser les personnes à limiter, etc. Je pense que c'est pas la technique et pas le plus gros. Non mais moi je parle de... Il y a beaucoup de gens qui me disent que je ne peux pas. C'est un autre qui dit j'aimerais, mais maman veut pas. De toute façon, je peux rien faire sans eux. Si on ne me couche pas, si on... un projet technique. C'est une évidence. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi. Non mais ce que je veux dire, c'est que je pense que majoritairement,
le souci il est plus autre que juste technique, parce que le fait de vivre chez sa mère et d'avoir besoin de sa mère pour se coucher avec sa copine, le problème il n'est pas technique, le problème il est comment ça se fait que des personnes handicapées vivent encore chez leurs parents à l'âge où elles veulent avoir des relations sexuelles, comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'aide humaine à la hauteur des besoins. Il y a quand même beaucoup de gens qui vivent chez leurs parents à 17 ans, pardon. Non mais ce que je veux dire c'est qu'on peut très bien vivre chez ses parents, avoir de l'aide humaine qui nous permet d'avoir une indépendance de ce côté-là. C'est ça que je veux dire, c'est que pour moi quand je dis c'est pas un problème technique, c'est pas, je suis pas en train de nier le fait qu'il y ait un corps différent ou particulier ou complexe fait que c'est super facile, youp la boum, enfin, c'est pas comme ça que ça marche, je le sais bien, je suis un peu placé pour le savoir quand même. Ce que je veux dire juste, c'est que je pense qu'il faut repenser la chose de façon globale et voir que le souci, pour moi, c'est pas juste mettre dans un limite d'idée, le souci c'est comment ça se fait qu'on galère tant à pouvoir vivre notre vie comme on l'entend. Et je pense que c'est plus global, ça dépasse la sexualité, c'est le problème clé du handicap pour ce qu'il est là. C'est l'ensemble, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'il y ait un rapport sexuel ce soir ou demain soir, il y a quand même une nécessité de préparation, de configuration, de mettre en place des choses pour que ce soit plus facile et faisable, pour trouver le lieu adapté, qu'est-ce que va préparer l'auxiliaire pour faciliter les choses ou pour permettre que les choses se passent plus facilement. Comment on va s'organiser, chez qui on va, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens de 40 ans qui ont le droit à une sexualité, des jeunes de 17 ans aussi, donc on ne peut pas aller chez la petite copine parce que la petite copine, il y a un escalier, donc c'est chez moi, donc il y a des... Enfin, c'est une organisation, je pense. Ce qui a été décrit comme l'aide d'un tiers pour accomplir un acte sexuel ou alors passer un ustensile, un appareil pour pouvoir... Un sextoy, par exemple. Etc. Pour nous, concrètement, ça relève de l'aide humaine, ça devrait relever de l'aide humaine classique. C'est-à-dire que c'est l'intervention d'un tiers qui ne fait pas l'acte lui-même, en fait. C'est pour ça que nous, pour nous, ça c'est de l'aide humaine. Parce que concrètement, on a besoin d'aide pour l'eau toilette, on a besoin d'aide pour boire un verre d'eau, on a besoin d'aide pour attraper notre sextoy, on nous le passe, on nous l'installe, et en sachant qu'on peut aussi réfléchir à des solutions technologiques qui font que ça s'adapte aussi à différents types de corps, à différents types de capacités, parce que pour l'instant, actuellement, c'est quand même beaucoup de sextoys pour valides, quoi. De toute façon, la société est faite pour les valides, mais il y a aussi à réfléchir sur comment rendre accessible des moyens d'auto-stimulation et d'auto-érotisme aussi, je pense que c'est une piste qui pourrait être assez amenée à être explorée, parce que, mine de rien, l'autonomie peut aussi passer par là dans certains cas, parce qu'on a des appareils qui nous permettent de nous masturber sans aide extérieure, une fois que c'est installé par notre aide humaine classique. Les personnes handicapées, effectivement, se masturbent aussi dans la mesure où elles peuvent. On est donc sur un mouvement linéaire. Les personnes vont pouvoir s'asseoir, s'allonger ou se mettre à genoux dessus. Là qu'on pourra avoir le pubis posé ici. Et puis là, à ce moment-là, je vais avoir un mouvement. Après, les bénéficiaires, effectivement, il va falloir qu'ils osent s'exprimer. Donc, mais c'est en train de bouger, doucement. À vous. Je sais dire, non? Mais c'est encore une fois ce que j'appelle la machinerie handicapée. C'est comme le rail du plafond. On parle pas de rail du plafond. Mon handicap, je l'ai, ça me suffit. On n'arrête pas de mettre des techniques apparentes qui sont plus stigmatisantes que toute chose. C'est marqué partout, ni handicap. Voilà, donc ça c'est merci. Moi je pense que la meilleure technique, déjà c'est l'imaginaire. Ensuite c'est l'adaptabilité. Ensuite il ne faut pas oublier que la sécurité. Sauf si elle est solitaire, ça se fait en deux. Donc ça se compose à deux. Ça c'est avantageux, ça se refait à deux.
Je vais revenir au sujet quand même, ce que disait Lénie par rapport à la mise en place des techniques pour la masturbation. Ça veut dire quand même qu'il y a une aide humaine pour mettre en place les techniques. Pour nous, en tout cas, c'est une aide humaine classique. C'est-à-dire que toi, tu ne fais pas la différence, tu considères qu'il n'y a pas de problème pour l'aide humaine à faire ce type d'intervention comme un soin. Je pense qu'actuellement, il y en aurait si c'était mis en place comme ça, mais ça ne devrait pas. Mais ça, c'est notre point de vue, quoi. C'est qu'à partir du moment où c'est de l'aide humaine pour mettre en place une aide technique et que l'aide humaine n'est pas en train de faire un acte sexuel, c'est de l'aide humaine. Le fait de mettre deux personnes dans un lit et les aider à avoir une relation sexuelle comme dans 3 mois, c'est de l'aide humaine, parce qu'on prend une personne, on la met, on l'aide, voilà, c'est de l'aide humaine. C'est pour ça que voilà, pour l'assistance sexuelle, pour nous on fait le distinguo. Non mais ça devrait l'être, mais après voilà, on est un collectif de lutte en même temps, c'est pour qu'on change les trucs. Ce que tu décris, c'est pour moi c'est de l'assistance sexuelle. Du coup, c'est l'accès à la compensation. La différence c'est quand tu t'engages avec ton corps. Pour nous en tout cas, c'est là qu'on la met. Pour donner du plaisir au corps de l'autre. Et là, hop, on passe à une autre dimension. Je suis d'accord. Voilà, c'est pas le même truc. Non, mais on parle d'assistance scolaire quand on est à côté d'un enfant au CDF pour faciliter, on passe pas les examens à sa place. Non mais concrètement, la personne qui place l'appareil pour la masturbation, elle ne nous masturbe pas. Elle met les conditions nécessaires pour qu'on puisse le faire. C'est ça. Et une personne qui rapproche deux personnes, elle participe. Oui, elle participe pas, elle fait de l'aide technique. Est-ce que l'assistance sexuelle, c'est forcément participer? Est-ce que c'est dans le cadre d'un accompagnement de couple, non, c'est être présent tout en étant invisible. Aujourd'hui, c'est une aide technique. Mais en fait, ce qu'il faut quand même voir, c'est que l'assistance sexuelle, tout le monde n'est pas non plus d'accord sur la définition. Il y a la définition de la PAS, il y a d'autres associations qui défendent d'autres choses. Et nous, en tout cas, au clé, ce qu'on a décidé, enfin pour nous, l'assistance sexuelle démarre à partir du moment où il y a action dans le geste sexuel. Mais pour nous, tout le reste, c'est de l'aide humaine. Par rapport à l'idée d'insatisfaction de la personne valide, etc. Et moi, ça m'a un petit peu posé problème dans le sens où j'ai l'impression quand même qu'on est toujours dans cette idée de performance. C'est-à-dire que si on a un corps pas apte à faire des caresses, des câlins, comme il est admis qu'une relation sexuelle doit être, c'est quelque chose qui va créer de l'insatisfaction. Donc concrètement, on peut aussi se poser la question dans l'autre sens, c'est au nom de quoi la sexualité serait forcément quelque chose d'ordre performatif, c'est-à-dire réussir par exemple à faire un coït, voilà, ça c'est de la sexualité. Donc si on fait pas de coït de façon active, la personne va être frustrée. Sauf que moi, il faut peut-être après c'est ce qu'on défend aussi aux clés, etc. Et puis c'est une question c'est un questionnement que je pose là comme ça, c'est est-ce qu'on pourrait pas aussi se poser la question de comment ça se fait que les personnes valides ont une attente si particulière au niveau de la performance en rapport avec le sexe, et qu'est-ce qui fait qu'on voit les choses comme ça? Parce que dans une société où la pornographie est accessible par exemple très facilement, une certaine pornographie, je parle pas de toute la pornographie, mais avec de la performance, avec des corps particulièrement, avec des actes très rapides, je sais pas, je vais vous décrire si c'est un film porno, mais où ça peut aussi renvoyer aux personnes valides une image de ce qui est attendu dans la sexualité, ce qui n'est pas forcément compatible avec tous les types de corps et de personnes existantes. Et après, j'avais juste un tout petit truc sur le plan. Après, juste, tant qu'on est là-dessus, moi l'idée de t'empêcher de parler du plan cul, mais bien sûr. Pour continuer sur cette question-là, moi je pense que c'est deux problèmes un petit peu différents. C'est-à-dire qu'il y a effectivement s'émanciper d'un geste performant, d'un coït qui va durer 45 minutes dans 26 positions, etc. Image assez stéréotypée, donc je suis d'accord qu'on en est abreuvé par le porno, etc. C'est autre chose de penser que quelqu'un a besoin, performance ou pas, d'être l'objet d'un geste, de recevoir une caresse, de se faire toucher, de se faire embrasser, et ça, force est de constater que sans la participation du tiers en question, ce geste-là, on ne peut pas le lui adresser. Nous, au niveau de la FM, sans doute la problématique est arrivée en premier lieu par les parents, qui exprimaient les difficultés qu'ils rencontraient avec leurs adolescents, les jeunes adultes, et les spécificités qui sont liées, ou en tout cas voilà, avec des inquiétudes, avec des choses lourdes qu'ils vivaient. À partir de là, on a commencé, nous, à en faire un sujet interne, et finalement, ça a sans doute libéré une parole de la part de certaines des personnes malades, et où les gens ont pu parler
de leur envie de sexualité, de leur envie de parentalité. Il y a eu également des films produits par la FM qui montraient des personnes qui, comment dirais-je, qui racontaient l'expérience de leur vie amoureuse et sexuelle, d'autres l'expérience de la maternité pour des personnes qu'on n'estimait pas destinées à cela. Ça a créé des vocations. Donc nous, on est effectivement pour que les gens soient libres. Et c'est au-delà d'un droit, on pense que c'est une liberté. Et ces choses-là, donc on est là comme dans tous les aspects du projet de vie des personnes pour les soutenir. Et on a souhaité le faire en alliance interassociative, donc à travers le collectif Chose sur les questions de la sexualité, voilà, qui est plus un outil, j'allais dire, de lobbying. Voilà, donc on a créé la PAF en 2013 et en 2015, on a mis en place la première formation pour des accompagnants sexuels qui a été très médiatisée. On a eu un procès de la part de l'hôtelière où on avait organisé la formation qu'on a gagnée. Le référé légalisait la formation à l'accompagnement sexuel. Donc la formation est légale. Nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a plus de 1600 demandes depuis 4 ans. On a plus de 500 mises en relation. On a formé plus de 60 accompagnants sexuels en 4 ans. On refait une formation en septembre. On a des professionnels, des instituts qui commencent à s'ouvrir de plus en plus. On a des retours de personnes handicapées qui nous disent merci. Ça a changé ma vie. Grâce à nous, j'ai rencontré l'amour. On m'avait redonné confiance en moi. On a des parents qui nous contactent. Certains dans des situations de détresse parce que leur fils risque d'être poursuivi pour agression sexuelle. Que personne ne l'aide. On en a d'autres désespérés parce que ils masturbent évidemment. Ce qui est totalement c'est terrible. Voilà, donc la réalité est très forte. Le besoin est criant. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'obtenir une exception à la loi sur le proxénétisme. Puisqu'on est considéré comme des proxénètes. En toute illégalité, en toute transparence, tout le monde le sait, personne ne bouge. C'est une situation très française, hypocrite, morale. Voilà. Et je vais vous demander, puisque vous avez la parole, est-ce que depuis ce colloque de 2007, ça fait quand même 12 ans, est-ce que les sollicitations qui vous sont faites ou les enjeux vous semblent être les mêmes? Oui.
considérez qu'il n'y a rien qui a bougé depuis. C'est l'ouverture du process. L'ouverture d'esprit professionnel. Par contre, là où c'est triste, c'est qu'on n'a que 10% de demandes de femmes. Ce qui montre un problème sous-jacent culturel ainsi qu'une réalité qui est celle de l'abus sexuel et du viol. Quand on sait qu'environ 27% des femmes en situation de dépendance sont violées, abusées au moins une fois dans leur vie. Alors, je connais plusieurs. Ce sont des chats échaudés en plus. Culturellement, la femme dans notre pays est censée avoir moins de plaisir que le mec. Elle a moins de besoin que le mec. Donc, moi, j'aimerais bien arriver à sensibiliser les femmes. Après, celles qui sont accompagnées, elles sont transformées. Donc nous à la base, on s'est retrouvés entre personnes handicapées qui avaient une idée un peu similaire sur ce qu'on voulait faire. Donc on s'est retrouvés, en fait on s'est surtout retrouvés autour d'un manifeste qui a été écrit à 4, donc j'ai fait partie de ceux qui l'ont écrit 4, et oui ça en était 4. Et donc on a écrit un manifeste en fait où on essayait de voir tous les aspects sociaux qui pour nous expliquent, on va dire, l'exclusion des personnes handicapées, la discrimination de nos victimes. Et donc par le prisme en fait, du système global d'exclusion, qu'on peut nommer le validisme ou le capacitisme. Donc on a commencé en fait à voir les choses par ce prisme-là, et on a commencé à voir tous les aspects de la société un par un. Et donc à un moment donné, on a commencé à se poser des questions sur le concept de la sexualité, le handicap, ce que ça implique. Forcément, on a discuté énormément de l'assistance sexuelle, parce qu'au moment où on s'est créé en 2016, les premières formations venaient d'avoir lieu, donc ça a relancé un peu le débat, etc. Et donc nous, à un moment, on s'est dit comment on se positionne sur cette question-là, et qu'est-ce qu'on a apporté dans ce débat-là, quoi. Donc très vite, on s'est mis d'accord sur le fait que l'assistance sexuelle pour nous n'était pas la solution qui allait résoudre les problèmes globaux en fait, parce que pour recentrer, c'est qu'on essaye d'avoir une approche très structurelle des difficultés que les personnes handicapées peuvent vivre. Et par exemple sur la sexualité comme tout le reste, en fait, on voit que la grille de lecture qu'on a choisi de mettre en place, c'est qu'en fait, à partir du moment dans une société où la discrimination, une société où les personnes handicapées sont victimes d'oppression, c'est le terme qu'on a choisi d'utiliser. À partir du moment où la plupart des personnes handicapées beaucoup de personnes handicapées sont en institution, à partir du moment où la majorité de la société n'est pas accessible pour nous d'un point de vue physique ou d'un point de vue social, pour la sexualité, en fait, nous on explique les difficultés que les personnes handicapées peuvent connaître par justement le rôle de la société dans tout ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les lieux de rencontre classiques ne sont pas accessibles pour tous, à partir du moment où certaines personnes ne sont pas libres de leur mouvement parce qu'ils sont en institution gérée par des personnes tiers, et à partir du moment aussi où la société, mais là pour le coup on peut rejoindre aussi on va dire la vision de la passe, c'est-à-dire que le fait de l'absence de confiance en soi, le fait de s'imaginer pas comme des partenaires potentiels, le fait d'avoir une image dépréciée, que ce soit par les médias ou la société en général, fait aussi que les personnes handicapées vont être face à des difficultés d'ordre affectif et sexuel. Mais en fait nous, ce qu'on essaye vraiment on axe vraiment notre raisonnement sur en fait l'aspect structurel des choses et pas les parcours individuels ou le fait juste d'avoir un handicap. Pour nous, ça s'explique par ce que la société fait subir aux personnes handicapées dans tous les domaines. Et la sexualité s'en sort pas mieux que l'accès à l'emploi, que l'accès à l'éducation, que l'accès à la vie autonome et ce genre de choses. Après, sur la sexualité, c'est pas notre cheval de bataille principal. On a beaucoup d'autres enjeux. On a beaucoup travaillé sur les représentations parce qu'on est un petit collectif et que c'est quelque chose de plutôt on va dire, accessible pour nous dans notre forme de militantisme. Mais sur la sexualité, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est d'avoir une égalité de traitement avec les personnes valides, d'être perçues de la même façon, pas plus, pas moins, et que la société arrête de nous exclure constamment. Et à partir de là, une fois que on va dire, les cartes seront mises, on a tous le même jeu entre les mains, là, on pourra discuter
fonctionne en tout cas très clairement. On s'est aussi, c'est vrai, un peu construit en opposition à l'assistance sexuelle dans notre manifeste et dans notre approche de la sexualité, dans le sens où concrètement, de toute façon aux clés, tout ce qui est spécialisé, donc spécifique, ce qui a, donc ça veut dire que ce soit les institutions spécialisées, que ce soit l'éducation spécialisée, que ce soit la sexualité spécialisée, parce que nous c'est comme ça qu'on considère aussi l'assistance sexuelle, c'est-à-dire que le fait de se former pour accéder à nos corps, c'est quelque chose qui n'est pas très en accord avec nos idées, mais je pense qu'il y a... c'est aussi une question... Enfin voilà, comment dire, on n'entend pas représenter toutes les personnes handicapées, on représente les personnes qui sont d'accord avec notre manifeste. On a un parti pris idéologique très clair, très marqué, qu'on assume totalement, mais c'est aussi une question de... Enfin, c'est une question de valeur aussi, donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose d'universel qu'on essaie de prôner, mais c'est que nous, notre vision de la sexualité et des enjeux n'est pas la même, et on axe plus la structure, on pense plus structure et pas forcément par point individuel. Et je reviens sur ma question, comment vous vous mobilisez? Qu'est-ce que vous avez comme action? Pour l'instant, la seule... Vous allez au ministère? On va pas au ministère, non. Pour l'instant, la seule... on écrit donc un texte sur la sexualité qui peut être disponible sur notre site. Donc là, c'est la partie, on va dire, théorique sur notre militantisme. Mais à proprement parler, on va intervenir comme ce que je suis en train de faire présentement, c'est-à-dire essayer de porter un peu notre vision sur cette idée, des endroits où les gens sont intéressés, donc que ce soit dans les médias, ou que ce soit dans des workshops universitaires, ou dans des interventions dans les facs, etc., ou autour de thématiques spécifiques, mais c'est pas le cœur de notre sujet, quoi. Mais on n'a pas d'action concrète sur qu'est-ce qu'on va faire pour que la sexualité des personnes handicapées... on ne traite pas la sexualité de façon autonome. Pour nous, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un accès à la sexualité libre s'il y a encore des gens en institution. Donc notre combat, ça va être de fermer les institutions. Une fois qu'elles seront fermées, ce sera déjà un bon début. Et nous, on part du principe que ça va déjà régler, on va dire, une bonne partie des soucis. Quand on s'est créé, on s'est dit aussi on s'est rendu compte que le milieu militant handicapé était très déstructuré, très, on va dire, polarisé par des associations dites représentatives, mais que nous, on va plutôt qualifier de gestionnaires. C'est-à-dire l'APF, l'ADAPI, etc., ce genre d'énormes associations qui parlent en notre nom, des fois à notre place aussi. Et donc on s'est dit, il faut déjà qu'on reprenne la place publique, qu'on reprenne la parole, et une fois qu'on reprend la parole, après on commence à diffuser nos idées. Mais concrètement, je pense que les questions, ça se verra un peu mieux quand on sera un collectif un peu plus puissant que ce qu'on est actuellement. Pour l'instant, on fait de la théorie, on fait de la communication, et on essaie d'avancer petit bout par petit bout. Ok, donc en fait, ce que vous dites, c'est que vous êtes... Ce qui vous embête dans l'assistance sexuelle, c'est le fait que ça soit une prostitution spécialisée. C'est le côté spécialisé. En fait, comme dans tout le reste de la société, ce qui nous ennuie aux clés particulièrement, c'est tout ce qui est spécialisé, spécifique, et le fait, quand on entend parfois qu'il y a besoin de formation pour avoir une relation sexuelle avec une personne handicapée, ça c'est quelque chose qui nous choque énormément, parce qu'on considère justement, comme je l'ai dit plusieurs fois à travers la journée, que c'est pas, pour nous, c'est pas le handicap qui fait la difficulté forcément, quoi. C'est plein d'autres choses, et c'est aussi ce que la société renvoie en général, quoi. Juste avant, tu disais il y a la prostitution classique. Oui, voilà. C'est de la prostitution. Mais quand on a plein de retours de personnes en situation de handicap qui disent ça fait juste 5 filles qui viennent chez moi, qui me volent, dans le meilleur des cas, qui me violentent, qui me voient, limite elles sont au bord de la nausée en voyant mon corps, elles partent en courant, elles me font mal, ou alors c'est montre en main avec un gant, etc. Je sais pas. Juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais aussi, les personnes qui nous contactent pour parler d'accompagnement sexuel ou de leur sexualité, assez souvent c'est ça aussi, l'organisation à mettre en œuvre. Parce qu'il n'y en a qu'une seule sur l'équipe, par exemple, qui sera OK pour en parler, pour aider la personne en situation de handicap. Donc c'est tout ce travail aussi en amont des représentations des professionnels.